Pendant plus de 40 ans, Troy Landry a tiré la vie des eaux de la Louisiane, des alligators s'agitant au bout de lourdes lignes, des poissons-chats se tortillant dans de larges filets, des écrevisses récoltées par milliers dans des pièges enfoncés dans des canaux boueux. Les marais et les bayous ont nourri sa famille, façonné ses mains et creusé de profondes lignes sur son visage à cause du soleil, du vent et d'années de dur labeur. Mais par un matin humide de septembre, en 2023, lorsque son filet de pêche commercial s'est accroché dans le bayou Sorel, ce qui a surgi des profondeurs n'était pas quelque chose né de la boue ou de l'eau. Il s'agissait de métal tordu portant des marques militaires et dans lequel étaient enchevêtrés les restes squelettiques d'aviateurs qui avaient disparu dans 1943 au cours d'une mission de guerre que le gouvernement n'a toujours pas entièrement expliquée. La résistance était venue sans prévenir. L'aube s'est levée lourde et humide, le genre de matin de Louisiane où l'air est assez épais pour être bu. Troy avait tendu son filet la nuit précédente dans des eaux qu'il travaillait depuis des décennies. Le bayou Sorel lui était familier. Il connaissait ses humeurs, ses souches cachées et ses bancs de sable mouvants. Il savait où les racines de cyprès griffaient les bateaux qui passaient et où le courant changeait de direction sans préavis. Son équipement avait fait face à pire. Mais lorsqu'il a enclenché le treuil hydraulique pour remonter la prise de la nuit, le filet ne s'est pas levé. Le moteur s'étire, son ronronnement mécanique régulier se transforme en gémissement de protestation. Le câble se tend. Le bateau fait une subtile embardée vers l'avant comme s'il tirait sur quelque chose d'ancré au fond même du bayou. Ce n'est pas le poids du poisson, ni même la traînée de la boue, c'est quelque chose de solide. La première pensée de Troy a été la plus logique, un tronc submergé, une lourde souche de cyprès. Dans les cours d'eau de Louisiane, de tels obstacles sont fréquents. Au fil du temps, les tempêtes renversent les arbres, les courants déplacent les débris et les itinéraires familiers changent sans prévenir. Chaque pêcheur commercial accepte que parfois un filet s'accroche à quelque chose de caché. En général, avec le bon angle et un peu de patience, l'obstruction peut être libérée. Mais là, c'était différent. La résistance était trop régulière, trop absolue. Il n'y avait pas la traction subtile et fibreuse d'un filet enroulé autour d'un bois. On avait l'impression d'un poids délibéré, comme si le bayou lui-même avait serré le poing autour de la maille et refusait de la lâcher. Jacob Landry, le fils de Troy et son partenaire sur le bateau, suggère ce que n'importe quel pêcheur prudent suggérerait: détacher le filet. L'équipement commercial coûte cher, mais pas autant qu'un treuil endommagé ou un bateau chaviré. Si ce qui retient le filet se libère soudainement sous la tension, le changement d'équilibre pourrait projeter les deux hommes sur leurs pieds, voire pire. Mais Troy hésite. 40 années passées sur ces eaux lui ont appris que la plupart des problèmes ont des solutions. On n'abandonne pas un bon équipement sans comprendre ce qui l'a provoqué. On l'étudie, on le surpasse, on s'adapte. Il repositionna le bateau ajustant son angle par rapport à l'ancre invisible en contrebas. Le changement était subtil, presque instinctif, le résultat d'une vie passée à lire l'eau comme d'autres hommes lisent des livres. Il appliqua de nouveau la pression lentement cette fois. Quelque chose se déplaça. Le treuil gémit, mais cette fois le câble bouge. Petit à petit, le filet commence à s'élever dans l'eau trouble. La visibilité dans le bayou Sorel est presque inexistante. La surface ne donne rien jusqu'à ce que quelque chose la transperce. Quand c'est le cas, Troy tue immédiatement le treuil. Ce qui est apparu n'était pas du bois flotté, ni du matériel agricole abandonné, ni la ferraille aléatoire qui se retrouve parfois dans les cours d'eau du sud. C'était de l'aluminium tordu et de l'acier corrodé clairement façonné par la main de l'homme. Même après des décennies sous l'eau, le métal conservait sa géométrie. Des courbes et des lignes de rivets qui n'appartenaient pas à la nature. Des arêtes qui faisaient autrefois partie d'un objet conçu dans un but précis. Puis, Troy a vu des marques, estompées mais indéniables, militaires. Son souffle se bloque dans sa gorge. Il a vu suffisamment de débris au fil des ans pour reconnaître le danger lorsqu'il apparaît. Des résidus de carburant des machines rouillées. Même des munitions non explosées ne sont pas inconnues dans certaines parties de la Louisiane. Continuer à transporter à l'aveuglette pourrait signifier déchirer quelque chose d'instable ou relâcher quelque chose de dangereux. Il se pencha avec précaution, scrutant ce qui était visible. Le filet s'était enroulé autour d'une structure plus grande en contrebas, quelque chose d'enfoui dans la vase et la mémoire. Et tandis que le métal affleurait une autre forme, apparut parmi les débris de l'os. Au début, ce n'était qu'un arc pâle entre des fils de filets déchirés et du métal oxydé. Puis le contour est devenu plus clair. La structure indubitable d'une cage thoracique.
des fragments de ce qui avait été un cadre humain. Ce n'était pas un accroc ordinaire, c'était un avion, et il ne s'était pas écrasé hier. Pour comprendre pourquoi cette découverte a été si profonde, il faut comprendre l'homme qui l'a faite. Troy Landry n'est pas simplement une personnalité de la télévision ou un pêcheur au nom célèbre. Il est le produit de générations façonnées par le bassin de l'Atchafalaya. Il fait partie d'une lignée de Cajuns qui ont appris à survivre dans des zones humides que la plupart des étrangers considéraient comme des marécages sans valeur. Bien avant l'arrivée des caméras, la famille Landry travaillait dans ces eaux. Ils pêchaient, piégeaient, chassaient. Ils ont appris à lire le ciel pour y déceler les tempêtes et le courant pour y déceler les changements. Les connaissances ont été transmises de père en fils, non pas par des manuels, mais par des mains calleuses et des corrections discrètes. On apprend en faisant, on apprend en échouant. Et si l'on n'apprend pas rapidement, le marais nous rappelle qui est le responsable. Troy a grandi en absorbant cette éducation. Il a appris à se déplacer dans des canaux étroits sans échouer un bateau. Il a appris où les poissons se rassemblaient après de fortes pluies. Il a appris quelles eaux étaient généreuses et lesquelles comportaient des dangers cachés. Plus tard, il s'est lancé dans la chasse à l'alligator, construisant un moyen de subsistance qui équilibrait les récoltes saisonnières et la pêche commerciale. Il s'agissait d'une évolution pratique qui lui a permis de subvenir aux besoins de sa famille, malgré les fluctuations des marchés et le durcissement des réglementations. Lorsque la série télévisée Swamp People l'a trouvé, elle n'a pas créé Troy Landry. Elle l'a simplement introduit dans un monde plus vaste. Les téléspectateurs de tout le pays ont appris à connaître son accent cajun distinctif, son humour, son cran. Ils ont vu un mode de vie qui semblait exotique et périlleux par rapport à la normalité de la banlieue. Mais pour Troy, la célébrité n'a pas changé grand-chose à sa routine quotidienne. Les marais dictaient toujours son emploi du temps. Le marais exigeait toujours le respect. Il connaissait intimement le bayou Sorel. C'était une eau productive fiable aux bonnes saisons. Pourtant, même là, il avait entendu des murmures de la part d'habitants plus âgés. Des commentaires vagues sur certains tronçons comme étant de la mauvaise eau, sur des endroits qui ne rendent pas ce qu'ils prennent, le genre de folklore qui dérive dans les petites communautés façonnées par la mémoire et l'imagination. Troy l'avait toujours écarté. C'était un homme pratique. Les troncs d'arbres coulent, les bateaux chavirent, les ouragans dispersent les débris. Avec le temps, les histoires prennent plus d'ampleur que les faits qui les ont fait naître. Mais alors qu'il se tenait sur son bateau ce matin de septembre, regardant le métal tordu de l'avion et les restes humains enchevêtrés dans son filet, ses vieux avertissements ressemblaient moins à des superstitions qu'à des échos. Les autorités confirmeront plus tard qu'un avion militaire a disparu dans 1943 au cours d'une mission d'entraînement ou de transport au-dessus de la Louisiane. Les dossiers étaient incomplets. Le secret de guerre avait obscurci les détails. Les familles avaient attendu des réponses qui n'étaient jamais venues. Le bayou avait gardé le silence pendant 80 ans, jusqu'à ce que le filet d'un pêcheur refuse de se relever. Ce que Troy avait retiré du bayou Sorel n'était pas seulement une épave, c'était une capsule temporelle d'une guerre qui a remodelé le monde. C'était le témoignage de jeunes aviateurs qui sont montés dans un cockpit et ne sont jamais rentrés chez eux. Et c'était un rappel que sous la surface des eaux les plus familières, l'histoire peut se cacher patiente et intacte, attendant le moment où quelqu'un d'assez fort, d'assez têtu, refusera de couper la ligne et de la laisser partir. Ce matin-là, Troy Landry ne s'est pas contenté d'arracher du métal. Il a arraché un secret que le marais détenait depuis 1943 ans. Mais la résistance que son filet avait rencontrée se trouvait précisément dans la zone que les anciens avaient suggéré de laisser tranquilles leurs avertissements, semblant maintenant potentiellement fondés sur la connaissance ou l'expérience plutôt que sur une simple superstition. Le métal qui émergeait de son filet était clairement un débris d'avion, un revêtement en aluminium et des éléments structurels que Troy reconnaissait pour avoir vu suffisamment d'avions militaires au cours de sa vie pour comprendre les composants de base, même dans leur état corrodé et détérioré. La découverte a transformé ce qui aurait dû être une pêche de routine en quelque chose de beaucoup plus significatif et complexe. Troy a tout de suite compris que l'épave d'un avion pouvait contenir des restes humains et que le fait de déranger un tel matériel sans autorisation appropriée pouvait entraîner des complications juridiques et éthiques dont son activité de pêche n'avait pas besoin, et que son respect pour les morts lui disait qu'il fallait passer par les voies appropriées plutôt que de se contenter de les récupérer et de les éliminer. Sa décision de contacter les autorités plutôt que d'essayer de récupérer l'épave lui-même ou de simplement couper son filet et de laisser les débris là où ils avaient reposé pendant toutes les décennies
où ils avaient été submergés, reflétait à la fois une prudence pratique et un souci sincère que les familles des personnes à bord de l'avion méritent de savoir ce qui est arrivé à leurs proches, si les restes peuvent être identifiés et si l'épave peut fournir des réponses sur les circonstances qui ont apparemment laissé l'avion au fond d'un bayou de Louisiane, loin de toute trajectoire de vol ou de tout aéroport connu. Qu'est-ce qui a fait surface? La réponse des autorités a été immédiate dès que Troy a décrit ce qu'il avait trouvé. Des représentants des gardes-côtes et du département de la faune et de la pêche de Louisiane sont arrivés dans les heures qui ont suivi, accompagnés d'enquêteurs militaires, dont la présence suggérait que l'avion n'était pas un bien civil, mais plutôt un bien militaire dont la perte avait été documentée quelque part dans les archives du gouvernement, même si les détails n'étaient pas immédiatement accessibles. Les enquêteurs ont demandé à Troy de ne pas parler publiquement de la découverte jusqu'à ce qu'il puisse évaluer ce qu'il avait trouvé et déterminer les procédures appropriées pour la récupération et l'enquête. Leur demande était assortie d'une autorité qui indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une coopération facultative, mais plutôt d'une instruction que Troy était censé suivre indépendamment de sa curiosité ou de son désir de reprendre ses activités de pêche normales. L'opération de récupération a duré 3 jours entiers, les plongeurs travaillant dans l'eau trouble pour documenter soigneusement la position et l'état de l'épave avant d'entamer le délicat processus de remontée du matériel qui avait été immergé suffisamment longtemps pour devenir fragile et qui nécessitait une manipulation spécialisée pour éviter d'autres dommages ou la perte d'éléments de preuve susceptibles d'expliquer ce qui était arrivé à l'avion et à son équipage. Ce qui a émergé morceau par morceau était un avion que les historiens militaires ont finalement identifié comme un Douglas Avant Hawk, un bombardier léger qui avait été largement utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour diverses missions, y compris des vols d'entraînement, qui préparaient les équipages aux opérations de combat sur les théâtres d'Europe et du Pacifique. L'avion était remarquablement intact, compte tenu de son âge apparent et de ses décennies d'immersion dans les eaux du bayou. Le fuselage était en grande partie intact, bien qu'écrasé par l'impact et l'enfoncement ultérieur dans la boue qui l'avait partiellement protégé des courants et des débris qui auraient pu disperser l'épave sur une zone plus large. Les moteurs s'étaient séparés. À l'impact, les enquêteurs les ayant trouvés enfouis dans les sédiments à environ 50 mètres du fuselage principal, selon une configuration suggérant que l'avion avait heurté l'eau à un angle relativement faible, plutôt que de plonger verticalement d'une manière qui aurait complètement désintégré la structure et rendu la récupération beaucoup plus difficile, voire impossible. Plus important encore, l'équipe de récupération a trouvé des restes humains à l'intérieur du fuselage, le squelette de ce qui semble être plusieurs individus, d'après un examen préliminaire qui nécessiterait une analyse médico-légale détaillée pour déterminer le nombre exact de personnes à bord, et pour tenter d'identifier par toutes les méthodes disponibles des restes qui ont été submergés pendant 8 décennies. La découverte a transformé ce qui aurait pu être un intérêt purement historique et archéologique en quelque chose de beaucoup plus personnel. Les familles attendent potentiellement des réponses sur des êtres chers qui ont disparu pendant la Seconde Guerre mondiale sans explication ou sans conclusion sur ce qui leur est arrivé. Les marques militaires visibles sur les parties retrouvées du revêtement de l'avion étaient partiellement masquées par la corrosion mais suffisamment lisibles pour fournir des numéros de série et des désignations d'unités qui permettraient aux chercheurs de retrouver l'avion dans les archives de guerre et éventuellement d'identifier son équipage et sa mission au moment de sa disparition. Les enquêteurs ont pris soin de ne pas partager les résultats préliminaires avec Troy, si ce n'est pour confirmer que l'épave était bien celle d'un avion militaire, et que la récupération était effectuée selon des protocoles conçus pour respecter à la fois l'importance historique et la nature sacrée de ce qui était en fait une tombe de guerre, quelle que soit la façon dont l'avion avait fini dans un bayou de la Louisiane. Troy a été autorisé à observer l'opération de récupération à distance, son bateau servant de plateforme pour une partie de l'équipement et du personnel impliqué dans le travail délicat consistant à soulever l'épave sans l'endommager davantage ou perdre de petits éléments susceptibles de fournir des preuves cruciales sur le crash. Il a vu les enquêteurs militaires traiter le site avec la solennité que méritent les victimes de guerre, leur documentation minutieuse et leur traitement respectueux des restes humains, démontrant que même 80 ans après les faits, l'armée prenait au sérieux sa responsabilité de rendre compte des membres du personnel mort en service et de fournir toute fermeture possible aux familles qui avaient passé des décennies à s'interroger sur les êtres chers qui n'étaient jamais rentrés à la maison. Les enquêteurs se sont particulièrement intéressés à l'équipement trouvé dans l'épave,
ce qui semblait être des instruments spécialisés ou une technologie expérimentale que l'un des militaires a décrit comme allant au-delà de ce qu'un avion A-20 standard aurait transporté avant de recevoir l'ordre d'un supérieur de ne plus discuter des détails techniques avec des témoins civils. L'échange a suggéré que la mission de l'avion n'était pas un entraînement de routine, mais plutôt quelque chose de plus classifié, peut-être en testant des équipements, ou en menant des opérations qui étaient encore considérées comme sensibles, même 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et la déclassification et la publication de la plupart des secrets du temps de la guerre. L'armée l'a indemnisé pour le matériel perdu et pour sa coopération, le paiement étant suffisamment généreux pour suggérer une véritable reconnaissance plutôt qu'une obligation légale minimale, bien que le montant soit insignifiant par rapport à l'importance historique et potentiellement personnelle de ce que l'opération de pêche de routine de Troy avait accidentellement découvert. Le vol qui n'a jamais atterri, les recherches historiques déclenchées par la récupération de l'épave, ont conduit les historiens militaires aux enregistrements d'un vol d'entraînement classifié qui avait décollé de ce qui était alors l'aérodrome militaire de Hammond, en Louisiane, le 17,1943, août, avec à son bord un équipage de 4 personnes, pour effectuer ce que la documentation officielle décrivait uniquement comme une évaluation de l'équipement spécialisé et un entraînement à la compétence de l'équipage. Le vol devait durer environ 4 heures, avec un retour prévu à Hammond, mais l'avion n'était jamais arrivé, et aucun signal de détresse n'avait été reçu malgré l'équipement radio qui aurait dû permettre à l'équipage de communiquer en cas de problème mécanique ou d'autres difficultés nécessitant un atterrissage d'urgence. La disparition avait déclenché de vastes opérations de recherche en Louisiane et dans les États voisins. Des avions militaires et civils ont passé des semaines à fouiller des zones situées le long de l'itinéraire prévu pour le vol d'entraînement et à couvrir des régions où l'avion aurait pu se retrouver si des erreurs de navigation ou des conditions météorologiques l'avaient fait dévier de sa trajectoire. Mais aucune épave n'a été retrouvée et aucun témoin n'a signalé avoir vu l'avion s'écraser ou effectuer un atterrissage d'urgence. L'A-20 et son équipage ont tout simplement disparu comme s'ils avaient été effacés de l'existence au lieu de s'écraser à un endroit qui aurait dû laisser des traces matérielles pouvant être découvertes par des recherches aériennes ou des enquêtes au sol. Les familles des 4 membres d'équipage, pilotes, copilotes, navigateurs et spécialistes de l'équipement, avaient été informés que leurs proches étaient portés disparus et présumés morts. Après que les opérations de recherche eurent finalement été suspendues, sans que l'on ait retrouvé d'épave ou de reste, la désignation standard de « disparu au combat » n'avait pas permis de tourner la page et avait laissé les familles se demander pendant des décennies si leur fils, mari ou père avaient peut-être survécu et avaient été capturés, ou s'ils avaient subi un sort autre que la mort immédiate dans un accident que personne ne pouvait localiser ou confirmer. Certaines familles s'étaient accrochées à l'espoir que les hommes puissent, d'une manière ou d'une autre, être encore en vie. Des prisonniers qui avaient été oubliés ou qui n'avaient pas été en mesure de communiquer leur survie par les voies normales. La présence du spécialiste en équipement sur ce qui était censé être un vol d'entraînement a soulevé des questions quant à l'objectif réel de la mission, les exercices d'entraînement nécessitant rarement du personnel dont la spécialité est d'utiliser ou d'entretenir des technologies expérimentales plutôt que de simplement piloter l'avion en effectuant des manœuvres standards. Les recherches sur les antécédents du spécialiste ont révélé des liens avec le développement de radars et de technologies de contre-mesures électroniques qui étaient à la pointe de la technologie pendant la Seconde Guerre mondiale et qui étaient rapidement perfectionnés pour répondre aux capacités allemandes et japonaises qui menaçaient la supériorité aérienne des Alliés. Son affectation au vol a suggéré que la mission consistait à tester des équipements ou des techniques suffisamment importants pour justifier le fait de risquer du personnel et des avions précieux lors d'opérations qui comportaient apparemment suffisamment de danger pour que des crashs puissent se produire même au-dessus d'un territoire ami. La raison pour laquelle l'avion avait survolé le bayou Sorel alors que son itinéraire prévu n'incluait pas cette zone et que la navigation vers Hammond à partir de n'importe quelle zone d'entraînement raisonnable n'aurait pas conduit l'A-20 au-dessus de cette section particulière des zones humides de Louisiane était encore plus surprenante. La déviation suggérait soit une grave erreur de navigation, soit des problèmes mécaniques qui avaient forcé l'équipage à tenter un atterrissage d'urgence dans ce qui semblait être une eau relativement claire d'après l'altitude, soit des paramètres de mission qui n'avaient pas été documentés avec précision dans les plans de vol officiels pour des raisons de sécurité
qui rendait nécessaire la dissimulation de l'itinéraire réel de l'avion, malgré les risques qu'un tel secret créait pour les opérations de recherche et de sauvetage si quelque chose tournait mal. La technologie trouvée dans l'épave a été identifiée par une analyse minutieuse comme étant un prototype d'équipement radar conçu pour des applications de chasse nocturne, des systèmes destinés à permettre aux avions de détecter et d'engager des bombardiers ennemis dans l'obscurité lorsque l'acquisition visuelle est impossible par des méthodes conventionnelles. L'équipement était expérimental dans 1943 et représentait une avancée significative par rapport au système radar existant. Sa présence sur l'A20 explique pourquoi le vol a été classifié et pourquoi les opérations de recherche contemporaines ont été étendues, malgré le fait que l'avion n'était théoriquement qu'en mission d'entraînement plutôt qu'en opération de combat. Le plus troublant pour les chercheurs a été de découvrir que la perte de l'avion avait été officiellement attribuée à une probable défaillance mécanique ayant entraîné un crash dans une zone éloignée où l'épave n'a pas été retrouvée, malgré les vastes opérations de recherche qui auraient dû permettre de localiser l'épave si l'avion s'était écrasé n'importe où le long de sa trajectoire de vol supposée. Cette décision laissait entendre soit que les chercheurs avaient cherché dans les mauvaises zones, soit que quelqu'un avait décidé de clore l'enquête et de déclarer l'avion irrécupérable sans avoir épuisé toutes les possibilités raisonnables de recherche. Une décision qui semblait discutable compte tenu de la valeur de l'équipage et de l'équipement expérimental qui avait été perdu. Et les décennies d'incertitude vécues par les familles auraient pu être évitées si les chercheurs avaient étendu leurs opérations à des zones telles que Bayou Sorel, qui se trouvaient en dehors de la trajectoire de vol prévue, mais qui auraient pu être atteintes si des erreurs de navigation ou des situations d'urgence avaient contraint l'équipage à s'écarter considérablement de sa trajectoire. La documentation disponible ne permet pas de déterminer si les limites des recherches étaient dues à des contraintes de ressources, à des hypothèses sur l'endroit où l'avion était susceptible de s'être écrasé, ou à des décisions délibérées de se concentrer sur des zones spécifiques tout en ignorant d'autres, bien que certains chercheurs aient suggéré que les recherches étroitement ciblées auraient pu refléter des connaissances ou des soupçons sur la mission qui n'étaient pas reflétés dans les documents officiels. Quand le gouvernement débarque dans le Bayou, l'arrivée des enquêteurs fédéraux au domicile de Troy a eu lieu moins d'une semaine après la récupération de l'épave. Les représentants de plusieurs agences lui ont posé des questions détaillées sur la manière dont il avait découvert l'avion, s'il avait retiré quoi que ce soit de l'épave avant de contacter les autorités, et s'il avait discuté de sa découverte avec quelqu'un d'autre que les autorités immédiates qui l'avaient prévenu. L'interrogatoire avait une tournure qui mettait Troy mal à l'aise, les enquêteurs semblant moins intéressés par sa coopération que par le fait de déterminer s'il représentait une sorte de risque pour la sécurité ou s'il en savait plus sur l'avion et sa mission qu'il n'aurait dû en savoir en accrochant simplement son filet de pêche sur une épave immergée depuis 80 ans. L'interrogatoire le plus poussé concernait l'équipement que Troy avait aperçu lors des premières opérations de récupération. Les enquêteurs lui ont montré des photographies et lui ont demandé s'il avait vu des objets similaires ou si quelqu'un d'autre avait été présent et avait pu observer ou photographier la technologie spécialisée qui était apparemment encore considérée comme suffisamment sensible pour justifier des mesures de protection des décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la déclassification de la plupart des secrets de guerre. Les réponses honnêtes de Troy, qu'il n'avait prêté qu'une attention minimale aux détails techniques et que sa principale préoccupation avait été de récupérer son filet de pêche et de reprendre ses activités normales, ont semblé satisfaire les enquêteurs, mais n'ont pas complètement éliminé leurs préoccupations apparentes concernant la sécurité de l'information entourant la découverte. Les complications juridiques sont apparues lorsque les avocats de Troy l'ont informé que l'armée revendiquait la propriété non seulement de l'épave et des restes, mais aussi de toute information relative à la découverte, affirmant son autorité pour empêcher Troy de discuter de ce qu'il avait trouvé ou d'autoriser Swamp People à diffuser des images des opérations de récupération qui avaient été filmées par des membres de l'équipage présents au moment de la découverte de l'épave. La position de l'armée était que l'avion restait une propriété gouvernementale classifiée et que sa découverte ne transférait aucun droit à la personne qui l'avait trouvé, leur argument étant que l'équipement militaire ne devenait pas sujet à des réclamations de récupération ou à des droits de l'inventeur simplement parce qu'il avait été perdu pendant de longues périodes. La première réaction de Troy a été la colère d'apprendre qu'il ne pouvait pas parler de ce qu'il avait découvert sur une voie d'eau publique alors qu'il menait des opérations de pêche commerciale légitimes, son sens des droits de propriété et de la liberté d'expression étant violé par les affirmations d'autorité du gouvernement
qui semblait dépasser les préoccupations raisonnables de sécurité concernant des débris d'avions vieux de 80 ans. Mais ses avocats l'ont averti que la lutte contre les décisions de classification militaire était coûteuse et rarement couronnée de succès, que la coopération servirait mieux ses intérêts qu'une confrontation qui risquerait de lui interdire de pêcher dans Bayou Sorel ou d'entraîner d'autres mesures de rétorsion que les agences gouvernementales pourraient imposer aux personnes qui défieraient leur autorité de manière trop agressive. Le compromis finalement trouvé permettait à Troy de reconnaître de manière générale qu'il avait découvert des débris d'avions militaires, mais lui interdisait de discuter de détails spécifiques concernant l'équipement ou les circonstances du crash au-delà de la confirmation que des restes avaient été trouvés et étaient en cours d'identification. Swamp People pouvait diffuser des séquences montées montrant l'opération générale de récupération, mais devait supprimer ou masquer toute image de l'équipement spécialisé ou toute discussion sur les aspects classifiés de la mission. Le service juridique de la chaîne a estimé qu'il était préférable de se conformer aux demandes de l'armée plutôt que d'engager un litige qui aurait pu retarder ou empêcher la diffusion de l'épisode. Plus troublant encore, les enquêteurs ont laissé entendre que l'accident n'avait peut-être pas été purement accidentel. Les questions posées pour savoir si l'épave présentait des traces de dommages de combat ou de sabotage laissaient penser que quelqu'un soupçonnait que l'A-20 avait pu être abattu délibérément plutôt que de s'être écrasé en raison d'une défaillance mécanique ou d'une erreur de pilotage. Les enquêteurs n'ont pas voulu expliquer pourquoi ils soupçonnaient un acte criminel ni quelles preuves étayaient ces théories, mais leur ligne de conduite indiquait clairement que l'accident faisait l'objet d'une enquête et qu'il s'agissait potentiellement de bien plus qu'un simple accident d'entraînement ayant tragiquement mal tourné. Les tentatives de Troy pour en savoir plus sur l'enquête et les restes identifiés ont toujours été repoussées. Les officiers des affaires publiques militaires ont expliqué que les informations sur l'affaire étaient réservées aux proches parents et que le rôle de Troy, en tant que découvreur, ne lui permettait pas d'être informé en permanence des résultats ou des conclusions des enquêteurs. Cette obstruction a frustré Troy, qui estimait que le fait d'avoir découvert l'épave, d'avoir perdu son filet de pêche et d'avoir coopéré pleinement à l'enquête lui donnait le droit d'obtenir au moins des informations de base sur ce qui était arrivé à l'avion et à son équipage 80 ans plus tôt. La vérité finale de l'escadron disparut. Le processus d'identification par l'ADN a duré plus d'1 an. Les spécialistes de la médecine légale, travaillant avec du matériel génétique dégradé pour élaborer des profils qui pourraient être comparés à des échantillons de référence provenant de membres survivants de la famille qui avaient été retrouvés grâce à des recherches généalogiques et à des bases de données militaires sur les victimes. Les identifications finales ont confirmé que les 4 membres de l'équipage étaient morts dans le crash, leurs restes ayant été à bord de l'avion, plutôt que d'avoir réussi à s'échapper ou d'avoir survécu à l'impact pour mourir de blessures ou d'exposition dans un bayou éloigné où le sauvetage aurait été impossible sans une localisation rapide du site de l'écrasement. Les réactions des familles lorsqu'elles ont enfin appris ce qu'il était advenu de leurs proches, après 80 ans, sont allées du soulagement de pouvoir tourner la page à la colère, de voir que les opérations de recherche n'avaient pas permis de retrouver une épave qui s'était apparemment trouvée dans un endroit relativement accessible pendant tout ce temps. Les dépouilles de leurs proches gisant dans les eaux d'un bayou que les pêcheurs commerciaux exploitaient régulièrement sans que personne ne se doute de ce qui se trouvait sous la surface trouble. Certains membres des familles se sont demandé pourquoi les technologies de recherche modernes n'avaient pas été appliquées aux disparitions non résolues de la Seconde Guerre mondiale, faisant valoir que le sonar et d'autres outils modernes pouvaient potentiellement localiser des avions et des navires qui avaient été considérés comme irrécupérables avec les méthodes de recherche dès 1940. Les services funéraires organisés pour les dépouilles identifiées ont rassemblé des descendants qui n'avaient jamais connu leur grand-père ou leurs grands-oncles, autrement que par des histoires de famille et des photographies défraîchies, les cérémonies offrant une occasion de tourner la page, que plusieurs générations avaient été privées par l'échec de l'enquête initiale à localiser le site de l'accident. Les honneurs militaires ont été rendus avec la solennité qui sied aux membres des forces armées morts en temps de guerre, même si leur décès est survenu en territoire ami plutôt qu'au cours d'un combat contre des forces ennemies. Une reconnaissance du fait que les opérations d'entraînement et d'expérimentation comportaient des dangers qui faisaient des victimes, tout comme les combats, même si ces pertes n'ont pas suscité la même reconnaissance publique ou la même documentation historique. Les questions relatives à la raison pour laquelle l'avion avait survolé Bayou Sorel et aux causes de l'accident sont restées largement sans réponse
malgré l'enquête approfondie qui a accompagné la récupération de l'épave et l'identification des restes. La conclusion officielle a été qu'une défaillance mécanique avait forcé un atterrissage d'urgence, que l'équipage n'avait pas survécu aux forces d'impact et à la submersion subséquente, entraînant des décès probablement instantanés ou suffisamment rapides pour que les souffrances soient minimes. Mais la décision n'expliquait pas la navigation qui avait entraîné l'avion si loin de sa trajectoire, ni pourquoi l'équipement expérimental avait apparemment fonctionné au moment de l'impact, compte tenu de son état lorsqu'il a été récupéré. Les aspects classifiés de la mission sont restés protégés, malgré les demandes des familles qui souhaitaient une divulgation complète de ce que faisaient leurs proches au moment de leur décès. Les autorités militaires ont maintenu que certaines informations sur le développement technologique de l'époque de la Seconde Guerre mondiale restaient sensibles pour des raisons qu'elles n'ont pas voulu préciser, mais qui justifiaient apparemment le maintien du secret 80 ans après la fin du conflit. Le refus de déclassifier les détails de la mission a frustré les familles et les historiens qui ont fait valoir qu'aucune préoccupation légitime en matière de sécurité ne pouvait justifier la dissimulation d'informations sur des événements qui se sont produits, alors que les technologies militaires actuelles avaient progressé bien au-delà de tout ce qui existait dans les 1940, que les radars expérimentaux de cette époque ne pouvaient représenter aucune menace possible pour la sécurité nationale contemporaine. Le rôle de Troy dans la découverte est devenu une note de bas de page dans l'histoire plus vaste de l'identification et de la fermeture des familles, son nom étant mentionné dans les rapports sur les pertes militaires en tant que personne ayant localisé l'épave. Mais sa contribution a été par ailleurs minimisée dans les comptes rendus officiels qui ont mis l'accent sur l'enquête militaire et l'identification médico-légale plutôt que sur la nature accidentelle de la façon dont l'avion a finalement été trouvé après 8 décennies de repos, non découvert dans des eaux que des milliers de pêcheurs avaient exploitées sans se douter de ce qui se cachait sous leur bateau. Ces activités de pêche dans le bayou Sorel se sont poursuivies après la récupération de l'épave, mais il s'est rendu compte qu'il abordait la zone avec une conscience différente maintenant qu'il connaissait son histoire et la tragédie qui s'y était déroulée des générations avant sa naissance. Il se demandait parfois si d'autres épaves non découvertes reposaient dans les cours d'eau de Louisiane, si ces filets pourraient un jour s'accrocher à d'autres avions ou navires qui avaient disparu sans laisser de traces et qui attendaient d'être découverts accidentellement par des pêcheurs ou des plaisanciers qui n'avaient aucune idée des secrets que l'eau trouble cachait. L'épisode Swamp People, consacré à la découverte, a été fortement édité pour supprimer les détails classifiés et se concentrer sur l'intérêt humain des familles qui apprennent enfin ce qui est arrivé à leurs proches. Le rôle de Troy a été présenté comme une coopération civique, plutôt que de mettre l'accent sur les éléments conflictuels de ses interactions avec les enquêteurs ou sur sa frustration face aux secrets militaires concernant des événements vieux de 80 ans. La chaîne et les avocats de Troy ont convenu que présenter l'histoire comme un service patriotique rendu aux militaires tombés au combat et à leurs familles susciterait une meilleure réaction du public que de mettre en évidence les conflits concernant l'accès à l'information et les droits de propriété concernant l'épave découverte sur une voie d'eau publique. La vérité finale sur les raisons pour lesquelles la Vinde s'est écrasée dans le bayou Sorel ne sera peut-être jamais entièrement connue. L'explication officielle d'une défaillance mécanique, laissant des questions sans réponse sur les erreurs de navigation et les paramètres de la mission, qui sont restés classifiés malgré le passage du temps qui a rendu le secret de plus en plus injustifiable. Mais au moins 4 familles ont enfin su ce qui était arrivé aux hommes, qui étaient partis un matin d'août en 1943 et n'étaient jamais revenus. La découverte accidentelle de Troy a permis de tourner la page que 80 années d'enquête officielle et d'opérations de recherche délibérées n'avaient pas réussi à faire, prouvant que parfois, la vérité émerge non pas grâce à un effort systématique, mais grâce au hasard et au travail patient des pêcheurs qui connaissent suffisamment les eaux de la Louisiane pour reconnaître quand leur filet rencontre quelque chose qui n'a pas sa place dans le paysage sous-marin naturel.